Salut à tous et bienvenue pour une vidéo très spéciale. Cette vidéo est orientée autour du Giro 2019 qui va arriver à l'heure où je parle dans quelques jours et qui va évidemment être l'objectif principal de la saison d'un homme que vous avez probablement reconnu en haut à droite. C'est Primož Roglič. Voilà, Primož Roglič, le coureur slovène de la Jumbo-Visma, qui a assez probablement, en tout cas au vu de son planning, au vu de ce qu'il a fait déjà cette saison, a coché ce Giro 2019. Vous inquiétez pas, les images défilent rapidement, on reviendra bien plus tard, on reviendra dans le détail à chacune de toutes ces étapes-là. Il a coché ce Giro et en a fait son objectif pour cette saison. Il faut dire qu'on arrive à un renouvellement de génération, très probablement là, et que c'est l'occasion ou jamais pour Roglic de prendre ce Giro 2019 pour entrer dans une autre dimension. Voilà, et ce que je vous propose de suivre dans cet épisode, c'est plusieurs choses. Évidemment, toujours sur le support de Pro Cycling Manager 2018, bien évidemment. On s'appuie sur des images du jeu. J'ai en mode carrière pris la Jumbo-Visma, vous le savez déjà si vous avez regardé mon épisode sur les classiques avec Wout van Aert, et on a essayé de suivre toute la saison janvier, février, mars, avril, jusqu'à l'arrivée au mois de mai pour disputer ce Giro, ce qui sera le cas dans l'épisode qui suivra. Dans l'épisode 3, hein, donc celui-ci, il n'y aura pas le Giro dans cet épisode-là, je le dis tout de suite, ce sera dans l'épisode prochain. Alors, j'ai pris le planning exact de l'équipe Jumbo-Visma, ça vous le savez déjà, et puis j'ai essayé de faire coller les choses, et on verra par la suite que ben, c'est bien incommode par moment de faire coller la réalité au jeu, parce qu'en fait le jeu supporte mal qu'on lui applique des choses trop réalistes. C'est ça qui est intéressant. C'est normal, dès qu'il y a modélisation, il y a forcément limite du modèle, et les limites du modèle, elles sont un peu trouvées dans le cas d'un Primož Roglič qui, en définitive, avant le Tour de Romandie, qui aura été sa troisième course seulement avant le Giro, n'aura disputé que le Tour des Émirats Arabes Unis, ainsi qu'un Tirreno Adriatico avec, à chaque fois, un succès retentissant puisque le garçon aura gagné les 3 épreuves auxquelles il aura participé avant de se rendre du côté du Giro. Donc ça démarre tout ça avec une analyse de ce qu'a fait, de ce qu'est la saison de Primož Roglič dans un premier temps, puis ensuite vous connaissez tout le laïus. Il faut ajuster déjà des formes, des niveaux de préparation, pardon, pour chacun. Alors j'ai évidemment ciblé chaque coureur, hein. Chaque coureur a été traité individuellement selon les courses auxquelles il a participé, puisqu'au 1er janvier on est censé envoyer pour passer au 2 janvier avec déjà les niveaux de préparation qui sont ajustés. Ça a été chose faite. Vous pouvez regarder le détail de celui ou ceux qui vous intéressent. Et puis après, on s'occupe dès le 2 janvier de meubler un petit peu tout ça. On commence à mettre les courses, c'est-à-dire les 4 courses auxquelles il va participer d'ici au début du mois de juin. Et puis après, on essaye de toucher sa courbe de prépa en vue de pouvoir le faire accéder à au meilleur niveau de forme, je dirais, meilleur niveau de préparation possible sur, moi je dirais principalement Tirreno dans un premier temps, premier objectif, et Giro, parce qu'on peut penser que le Tour de France, il est programmé pour y aller, mais sur le Tour de France, Primož Roglič n'ira très probablement pas pour gagner. Il est fort probable que Primož Roglič sera plutôt là en électron et que c'est Kruijswijk qui se verra attribuer le rôle de leader. En revanche, on ne sait pas encore exactement la fin de saison à quoi est-ce qu'elle peut ressembler, quoi, hein, pour Primož Roglič. Euh,
Vous voyez qu'il n'y a pas énormément de jours de course au passage, c'est intéressant. Moi, je me suis plutôt dit, allez, polarisation sur le Tour de Lombardie. Voilà, c'était ce sur quoi je suis parti pour Primoz Roglic. Je me suis dit, Tirreno, Giro, Tour de Lombardie avec quand même participation active au Tour de France où on sait pas, il peut aller chercher quelque chose comme un maillot à poids, plus une ou deux victoires d'étape. Enfin, vous voyez, le profil typique du coureur qui a déjà fait sa saison ailleurs et qui vient comme ça un peu apporter une petite cerise sur le gâteau sur le Tour. Et puis, j'ai aussi préparé les équipiers. Par exemple, là, on est sur l'exemple d'un Jos Van Emden. Jos Van Emden, c'est un spécialiste rouleur, hein, spécialiste de contre-la-montre. Il a été de beaucoup de combats, regardez, c'est marrant, hein, Tour des Émirats, Tirreno, Romandie, ainsi que Giro. Donc, on voit que le gars, c'est un équipier dédié, notamment, hein, parce qu'il fait pas que ça sur sa saison, il va aussi à Milan-San Remo, par exemple. Mais c'est un équipier, ou à l'Amstel, c'est un équipier dédié à Roglic, très très clairement dans la stratégie Jumbo-Visma 2019. On peut d'ailleurs, c'est intéressant de noter que les trois personnages principaux qui peuvent jouer un rôle en montagne et dans les épreuves par étapes chez Jumbo-Visma, qui sont donc Roglic, Kruijswijk, hollandais, hein, c'est important pour le sponsor, hein, très très important. Donc Roglic, Kruijswijk ainsi que George Bennett, eh bien ces trois-là se sont vus attribuer des objectifs relativement séparés au fil de ces 4-5 premiers mois de saison 2019. C'est assez intéressant. Après, moi, j'ai été obligé de faire quoi? J'ai été obligé, alors qu'on va commencer à assister à ma restitution, en tout cas du Tour Down Under, hein, parce que vous vous doutez bien que je ne l'ai pas couru. Je ne l'ai pas couru. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis vraiment focalisé sur Primoz Roglic. Primoz Roglic n'est pas sur le Down Under, donc c'était George Bennett hein, qui était chargé. On sait qu'il est néo-zélandais, donc il était chargé d'être leader sur le Down Under. Ça n'a pas été phénoménal, mais en même temps, est-ce que le Down Under est un vrai objectif pour l'équipe Jumbo-Visma? On peut très très certainement en douter. Hein, je pense qu'ils en ont à peu près rien à faire et que du coup aucune utilité particulière. Et puis on a donc notre saison voilà qui avance, notre petit stage inaugural pour essayer de monter le niveau de préparation, hein, c'est ça l'intérêt. Et puis on se dirige vers le Tour des Émirats Arabes Unis. Alors là, ça commence de façon idéale pour Roglic, parce que même s'il y a quand même il y a de la concurrence, hein, c'est normal hein, qu'il y ait de la concurrence sur le Tour des Émirats Arabes Unis, parce que c'est une épreuve World Tour et que elle attire quand même pas mal d'équipes quelque part du World Tour, même si elle est classe B, hein, c'est pas comme Tirreno ou Paris-Nice, mais donc c'est plutôt du style California, hein, voilà, pour tous ceux qui ont l'habitude du Pro Cycling Manager. Ça commence par quelque chose qu'on aime particulièrement hein, du côté de la Jumbo-Visma, hein, qu'on aime particulièrement, c'est un contre-la-montre par équipe. Ou plutôt même, on pourrait même me dire un prologue par équipe, 17 km environ, 18 pardon. Donc toujours intéressant parce que ce genre d'épreuve en début de tour comme ça, bah, nous permet avec la Jumbo-Visma très très clairement de tout de suite marquer le territoire, quoi. Ça c'est sûr que avec l'équipe qui avait été emmenée, Tony Martin, Jos van Emden, Roglic, qui est un très très bon rouleur, ça fait déjà 3 forces particulières sur le terrain du contre-la-montre hein, en général. Donc on part tout de suite avec des avantages, hein, forcément quand il y a ce genre de scénario. Et on verra que sur Tirreno, bah, c'est un petit peu similaire quelque part. En tout cas, le Tirreno que je vais vous proposer, parce que là encore, dans cette vidéo, croyez-moi, j'ai vraiment fait des efforts. J'ai vraiment fait tous les efforts que j'ai pu
Vincenzo Nibali, on le retrouvera souvent lui, hein. Tiens, ce sera un opposant pour le Giro, hein. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour, à partir de la World DB19, démarrer cette partie après la saison de classique, donc avant le Tour de Romandie, afin que les stats des coureurs soient les plus proches possibles de ce qui peut être évalué avant le Giro, hein. Donc d'une part, je me suis frappé 150 ou 200 coureurs dont j'ai transféré les notes, parce qu'en fait cette partie je l'avais créée avant, à l'époque où la mise à jour de Pro Cycling Manager 1.0.3.9, c'est compliqué, n'était pas encore sortie. On jouait sur une version antérieure. Et du coup, j'avais pu installer des variants. J'avais pu installer notamment, je sais pas, moi par exemple, vous verrez par la suite, voilà, il y a des variants qui avaient pu être installés, notamment j'avais pu mettre le Giro, pour avoir le vrai Giro 2019, qui est quand même l'objectif principal de l'existence de cette vidéo et de la suivante, donc il y avait un petit peu intérêt. Et puis par la suite, l'histoire des variants, ça c'est compliqué, j'ai évoqué la question dans mon épisode avec Wout van Aert et les classiques. Ça c'est sérieusement compliqué à tel point que je me suis retrouvé à devoir reprendre cette vieille partie que j'avais créée mais sans l'avoir du tout poussée. Et du coup, je me suis retrouvé avec des parcours. Alors pour le Tour des Émirats Arabes Unis, on a la chance que comme il a changé de format en 2019, puisqu'il est passé à 7 étapes, bah forcément, pour le caler sur le calendrier, c'était forcément les bons profils. Et ça, c'était quand même déjà une super bonne opération. Maintenant, pour Tirreno, vous allez voir, j'ai pas pu mettre le vrai Tirreno. Je n'ai pas pu. Et ça m'a bien gonflé, parce que moi, je savais que j'aime bien coller à la réalité, surtout quand on est censé parler de choses un peu réelles, actuelles, quoi. C'est la moindre des choses. Et puis en l'occurrence, ça a été bien impossible pour moi de le faire à 100% dans cette vidéo et dans cette partie, je dirais, hein, dans ce mode carrière avec la Jumbo Visma, qui finalement s'étalera sur 3 épisodes échelonnés sur Dans la roue de Wout van Aert et 2 fois Dans la roue de Primoz Roglic, c'est-à-dire le premier, c'est celui auquel on assiste là, c'est préparation au Giro, alors qu'on voit que Roglic il est en train d'aller se chercher sa montre en or là, puisque les secondes, il y a une jolie bonif à l'arrivée de cette étape 6, c'est intéressant. Et donc l'épisode 3 qui sera dans la roue de Roglic, mais pour ce qui est du Giro carrément. Alors là, ce sera probablement l'épisode le plus important des 3. En tout cas, il sera super intéressant, j'ai hâte de jouer ce Giro. Je vous avoue que j'attends le dernier moment, parce on a des doutes, notamment du côté de la Sky, ou plutôt de la team Ineos. Pourquoi? Eh bien parce que cette team Ineos, elle a accusé le retrait de Egan Bernal, qui était le leader annoncé. Il y a d'ailleurs eu un retrait qui m'a un petit peu surpris, celui de Gianni Moscon, qui était pourtant, on se souvient, il était là à la présentation du Giro, il y avait une petite interview rigolote. Et puis il était annoncé depuis longtemps participant au Giro pour la team Ineos maintenant donc. Et puis au final, il n'y a pas de Gianni Moscon non plus. Et puis comme Sky, ils sont un peu farceurs, hein, ils conservent le mystère sur leurs inscrits assez souvent jusqu'au dernier moment, et il arrive même qu'ils changent au tout dernier moment de leader. Je l'ai vu plusieurs fois sur des classiques sur ce printemps. Donc il va falloir attendre que Sky officialise le leader. On sait qu'en plus il y a une lutte très claire du côté de la Sky pour savoir qui sera vraiment le leader sur le Tour de France. Et puis par jeu de domino, si vous avez un Geraint Thomas qui est leader sur le Giro, ça solutionne le problème. Mais sauf que je pense pas qu'ils l'entendent de cette oreille. Et il y a fort à parier que la Sky, elle aille sans Froome, on le sait déjà depuis longtemps, mais aussi sans Geraint Thomas sur le Giro. Mon interrogation était aussi au niveau de Ivan Sosa, parce qu'il a aussi été retiré alors qu'en début de saison, on l'annonçait présent sur le Giro. Donc, bon,
il y a comme ça encore des petites zones d'ombre. Vous avez vu brièvement passer un petit, euh, un petit quelque chose à propos de Paris-Nice. Ben, je n'ai pas participé à Paris-Nice. J'avais encore une raison supplémentaire de le faire, au-delà de la non-participation de Roglic et ma focalisation sur la prépa du Giro. Hein. Paris-Nice n'en fait pas partie. Hein. C'est Tirreno en l'occurrence là, puisque on retrouve une grosse partie de l'équipe qui plus tard sera sur le Giro. Euh, eh bien, Paris-Nice, c'est encore moins drôle à jouer dans la mesure où Groenewegen, dans ma partie, vous le savez si vous avez regardé mon épisode avec Wout van Aert, mon épisode 1, là, sur les classiques, eh bien, Groenewegen s'est pété la rotule aux environs du 20 février, ce qui a finalement annihilé quasiment son début de saison et du coup repolarisation sur le Tour de France pour Groenewegen, meilleur sprinter du monde, qui ira sûrement essayer d'aller chercher des étapes sur le prochain Tour de France 2019. Mais ça, c'est une autre histoire. Et puis, bon, bah, comme je m'ennuie parfois parce que en cette fin d'étape, très clairement, hein, c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans cette équipe Jumbo-Visma, c'est qu'ils courent pas plusieurs lièvres à la fois. Donc je parlais d'ennui, c'est-à-dire que comme je m'ennuyais légèrement parce que je n'ai pas de sprinter en fait, je m'étais très brièvement dit, eh tiens, et si tu sortais en costaud avec Tony Martin? Bon, tu parles, que dalle, hein, que dalle, que dalle. On n'est pas du tout en capacité de le faire, mais on est du coup sur ces étapes-là, bon, on est sur une course d'attente, hein, et puis on ronge notre frein, on essaye de pas commettre d'erreurs, et puis il n'y a pas en plus de bordure spécialement à tenter parce qu'on était sur des situations où il y avait quasiment pas de vent. Parce que à la limite j'aurais pu, hein, avec mes rouleurs là, il y avait le terrain pour essayer de frapper par-ci par-là, mais non, pas possible. Donc petit commentaire aussi en passant, vous voyez Robert Gesink qui est présent là sur Tirreno. Robert Gesink, il était prévu sur le Giro initialement, mais il a chuté là sur les Ardennaises et cette chute l'a contraint à déclarer forfait pour le Giro. Ça aurait été un soutien intéressant, Robert Gesink, même s'il n'est plus le Robert Gesink qu'on a pu connaître à un moment donné de sa carrière, où il était assez phénoménal et prometteur quelque part. Hein. Là, il est un petit peu rentré dans le rang hein, depuis quelques années. Mais toutefois, ça aurait été un soutien de poids. Ah, vous voyez, on a un peu de malchance sur cette étape 4 de Tirreno, puisque il y a un programme très très copieux sur le dernier tiers de l'étape qui nous attend, et on a dû se consommer pas mal pour revenir dans le peloton suite à une chute bien malheureuse. Euh, Roglic n'a pas pu être le responsable de cette chute étant donné qu'elle intervenait en descente et que Roglic est un descendeur hors pair, un excellent descendeur. Ça peut pas être lui le responsable, mais il a dû se faire attraper dans une chute provoquée par d'autres coureurs. Bon, on est quand même rentré sur l'avant, donc ça va. Jolie équipe, hein, au passage, avec Gesink, avec De Plus, avec, donc on les a nommés Van Emden et Martin, hein, Tony Martin, le fameux Tony Martin, et un salaire aussi assez phénoménal, Tony Martin, c'est rigolo. En même temps, Tony Martin, ça a quand même pas été n'importe qui, hein, quand on réfléchit. Hein, maintenant, il est aussi un petit peu sur le déclin, mais quel coureur ça a été. Hein. Donc, bah voilà, on assiste à des petites attaques de ci, de là, des favoris, mais grosso modo, dans ce mur final, on va la jouer, hein, comme au poker, on va jouer slow play. On va pas s'exciter trop. On va surtout emmener Roglic le plus loin possible et ne surtout pas s'affoler. Vous avez vu, il y a Uran qui s'est échappé. Il faut pas laisser ça parce que ça pourrait se payer cher. Donc voilà. On a un Kwiatkowski en très très belle forme dans nos opposants. Alaphilippe, par exemple, n'est pas là. Il est allé sur Paris-Nice. Vous l'avez sûrement vu passer dans l'écran récapitulatif de Paris-Nice précédemment. Euh,
à la Philippe. Bon, bah, les programmes, ils n'ont pas été du tout respectés comme ce qu'on a pu connaître hein, dans la réalité. Hein. Donc, bon, vous verrez que c'est pas fini. Moi, je ne peux pas contrôler l'IA. Il y a un paramètre que je peux contrôler dans l'éditeur, c'est par exemple de m'assurer qu'un Dumoulin court bien sur Giro et Tour de France, qui soit présent sur les deux. Ça, je peux le faire, puisqu'il y a des petits onglets à des endroits, notamment un onglet où on peut exprimer que ce gars-là va être un leader, par exemple Giro Tour de France. Je peux aussi faire en sorte que Bernal soit là. En l'occurrence, il sera pas là, mais je peux faire en sorte que Geraint Thomas ne soit pas sur le Giro, etc. Il y a des petites choses qu'on peut ajuster. Mais pour une épreuve de type Tirreno, ce serait intervenir pour retirer le coureur. J'ai peur que du coup, finalement, il soit pas remplacé. Ouais, ce serait commencer à foutre un petit peu la merde. Alors que au final, qu'est-ce qu'on s'en fiche? On a de l'adversité, quoi qu'il arrive. On en a qui sont là pour de bon, et puis on en a qui ont rien à faire là, mais c'est pas grave, quoi. C'est pas grave du tout. Parce que à l'arrivée, on a quand même des adversaires de qualité. Hein. C'est quand même toujours plutôt pas trop mal réparti entre Paris-Nice et Tirreno, donc pas de drame. Et puis donc, petit commentaire, là, on a pris le maillot, hein, donc, enfin en tout cas on l'a conservé. On l'a conservé, on a un petit peu renforcé l'écart. On n'est pas sur des écarts très importants. Hein. On est même sur des écarts extrêmement tenus, puisque Roglic, il a le maillot. Hein. On n'a jamais perdu le maillot hein, depuis le départ de ce Tirreno, mais pour bien peu de choses. Mais en même temps, est-ce qu'il y a vraiment nécessité d'attaquer et de tenter des va-tout, etc. avec cette équipe dans cette config-là? Pas réellement. Pas réellement. Je pense qu'il y a plus la notion d'essayer d'arriver à maîtriser les adversaires éventuels. Il y a plus à maîtriser tout ça et à faire en sorte de prendre la roue ou ne pas se laisser déborder par des concurrents. Que ce soit un Bernal, là en l'occurrence, sur ce Tirreno, ou bien Simon Yates, etc. Il y a plus à contrôler qu'à réellement essayer d'attaquer, puisque on est en situation où on a le maillot, et au final, ayant le maillot, euh, moi j'ai pas de vraie chance au sprint, hein, puisque au sprint, Roglic, c'est pas vraiment un spécialiste. Parmi les grimpeurs, si vous voulez, parce qu'on se doute bien que le mec va pas gagner des sprints sur le plat, oui, ok. Mais au-delà de ça, Roglic n'est pas quelqu'un qui va très vite, même dans un sprint entre grimpeurs, si vous voulez. Du coup, il y a plus intérêt à essayer de contrôler. Par exemple, là, ça m'arrangeait bien qu'il y ait une échappée qui se partage la victoire, comme ça, il n'y avait pas trop de bonifs qui se répartissaient entre favoris. Enfin, voilà, il y a des petits trucs stratégiques où quand vous êtes en tête, surtout cherchez pas à reprendre l'échappée, ça vous arrange à la limite. Si l'échappée se partage les bonifs, voilà, les petites choses par-ci par-là. On a vu encore une fois une arrivée au sprint, très bien. Et on arrive à l'étape 7. Alors l'étape 7 pour le coup c'est la bonne, c'est pour une raison très simple, c'est qu'elle est ultra traditionnelle comme dernière étape de Tirreno. Donc à partir de là, ça c'est le profil 2014 en fait, hein, sur lequel on a couru. Bah, il y a très très souvent cette dernière étape, pardon, prologue de 10 km. Bon, bah voilà, donc ça va, ça c'est raccord avec la réalité. Et on avait vu que Roglic, il avait gagné pour une petite seconde. Ce Tirreno là, au mois de mars, il était arrivé, waouh, just à une seconde près, prend le général à la dernière étape sur le prologue. Bon, il y aura un petit peu moins de suspense cette fois-là, puisque Juan Dennis s'impose, certes, devant Tom Dumoulin et Campenarts, le spécialiste, mais au final, le général, il est pas serré du tout, puisqu'on termine avec 52 secondes sur Bernal.
Dumoulin ne s'étant pas montré très régulier, notamment dans les étapes où il y avait des difficultés, il a un petit peu lâché alors que il avait les moyens de suivre, je pense. Voilà. Très bien. Donc, ensuite, eh bien, il y avait le Tour de Catalogne sur lequel le leader était Kruijswijk. Et ben, on sait qu'il a fait 5e avec un Miguel Angel Lopez qui s'est imposé. C'était assez sympa le Tour de Catalogne cette année. Donc je ne l'ai pas joué. Et c'est marrant dans le jeu, c'est Julien Alaphilippe qui a gagné. C'est énorme. Alaphilippe qui va taper le Tour de Catalogne. Waouh, assez drôle. Assez drôle. Et puis j'ai un coup de flip à ce moment-là parce que je commence à comprendre quelque chose. Je commence à comprendre que ma prépa pour le Giro, elle est mal entamée. Elle est mal entamée et j'ai pas envie de recommencer tout à zéro parce que j'ai déjà couru pas mal de courses à ce stade-là. On est le 23 mars, on est donc vers le début du Tour de Catalogne, on est, je crois, au moment de 3 jours de Bruges-la-Panne, on est après Milan-San Remo, bref, j'ai pas envie de recommencer, ce serait absolument affreux. Du coup, je me dis, écoute, on va accélérer la préparation de Roglic de deux façons. On va l'accélérer en le faisant participer, ainsi que les 7 autres qui vont venir avec lui sur le Giro, à un stage de contre-la-montre par équipe. Ça donnera toujours du bénéfice au moins au niveau de la note de prologue et au niveau de la note de contre-la-montre. Donc déjà c'est une première chose. Et puis on va se permettre aussi, c'est pas quelque chose qui me fait très plaisir, mais obligé, je vais vous expliquer après en quoi est-ce que c'était obligatoire, de le faire participer, Roglic, aussi également au Tour du Pays Basque. Pourquoi? Parce que déjà, en lui faisant faire, euh, ce stage de contre-la-montre, j'ai gagné, allez, l'équivalent de 2-3 jours pour avancer le pic, pour avancer le pic de forme pour le Giro. Et en le faisant participer au Tour du Pays Basque, qui fait 6 étapes, j'ai gagné 6 jours. 6 jours par rapport à l'avancement de ce qu'aurait été le pic de forme. Ce qui fait que d'après mes calculs, on se retrouvera avec un Roglic qui sera sous pic de forme à partir de l'étape 10 du Giro. Or, ce Giro 2019 se complique, même si, bon, bah, c'est dommage de ne pas avoir le pic à l'étape 9, mais c'est comme ça. Ce Giro 2019, il se complique sérieusement, précisément à partir de l'étape 12, où il commence à y avoir pas mal de montagnes, et ce serait un petit peu aberrant de pas se retrouver sous pic à ce moment-là. Alors du coup, en simulant le Pays Basque, ouais, j'ai quand même pris part au dernier contre-la-montre, parce que j'aime bien les contre-la-montre, c'est rigolo à jouer. Roglic, d'ailleurs, ne démérite pas sur ce contre-la-montre. Mais évidemment, n'ayant pas joué les 5 premières étapes, j'ai simulé. Fatalement, on s'est retrouvé avec un résultat qui était un peu moins bon que ce qu'on aurait sûrement eu si on avait joué, quoi, très clairement. Et c'est Egan Bernal, qui va gagner ce Tour du Pays Basque. Et du coup, Roglic quand même fait une grosse remontée sur sur la dernière étape parce qu'il est tellement bon en contre-la-montre. Donc voilà. Et puis à ce moment-là aussi, il faut réajuster un peu les courbes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut penser à faire de temps en temps dans une saison. Ça, tous les vieux joueurs le savent, c'est réajuster les courbes parce que il y a des petits ajustements que vous pouvez faire comme ça euh, qui vont vous permettre d'avoir une meilleure forme pour un objectif que ce que vous auriez eu. Et ça, malheureusement, le jeu, en fait, il y a des niveaux de fatigue qui apparaissent au fil du temps, mais qui n'étaient pas du tout possible d'anticiper dès le départ. Et ça, c'est un truc qui est crucial. Du coup, ça permet d'éventuellement, pour certains, là, comme vous voyez, j'ai pris les 8 là, qui vont participer au Giro. Pour certains, ça va les aider à avoir une meilleure préparation. Et pour d'autres, j'ai été obligé de baisser parce que sinon, on aurait été en crise de fatigue. Et du coup, après, les mecs, quand même, ils ont une forme du jour négative et tout. Et
C'est vraiment un truc à éviter. Et puis voilà, tout bonnement, on arrive, période des classiques terminée, à ce Tour de Romandie sur lequel donc Primoz Roglic a été aérien. Il a été phénoménal puisqu'il gagne le général et il a gagné 3 des 6 étapes. Donc je crois qu'on peut dire qu'il a relativement dominé. Il a l'air d'être en forme et du côté de la Jumbo-Visma, on a quand même bien joué le coup. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un Roglic qui va arriver au Giro avec 3 victoires sur les 3 courses auxquelles il a participé. Donc au niveau de la confiance, on ne fait pas mieux. Donc c'est assez sympa. J'ai réussi à mettre le vrai Tour de Romandie 2019 là, qui a été ajouté récemment dans la World DB19. J'ai réussi parce qu'en fait j'ai trouvé sur le tard une petite astuce pour installer quand même des variants en cours d'année. Mais cette fois-ci je la dévoilerai pas parce que la dernière fois que j'ai expliqué comment j'avais fait, on s'est pris une mise à jour et dans la foulée on n'a plus pu faire ce que j'avais expliqué longuement dans une vidéo. Donc si vous me pardonnez, je vais me garder mon petit secret là pour ce coup. Et puis comme ça évitera peut-être qu'on soit plus en mesure de le faire. Parce que moi honnêtement, j'aime bien pouvoir ajouter comme ça des profils au fil d'une carrière. Et je parle en cours de saison, hein, parce que pour une saison suivante, c'est facile. C'est facile et ça marche toujours. Mais par exemple, en cours d'année, je me suis retrouvé face à de telles difficultés. Bah, vous avez vu, hein, j'ai pas pu, au moment où je jouais Tirreno, j'avais toujours pas trouvé le moyen hein, de changer. Hein. Donc c'est pour vous dire, hein, j'ai trouvé sur le très très tard une astuce. Après avoir essayé ce que plein de gens me conseillaient qui ne marchait pas, qui ne marchait plus. Hein, voilà. Et puis après avoir aussi appliqué ce que je disais dans ma vidéo où j'explique comment changer les variants en cours de saison. Petite aberration, le gars n'y arrive plus alors qu'à un moment donné il a expliqué comment faire pour y arriver. Je me suis retrouvé face à un paradoxe. Bref, voilà, donc j'ai trouvé comment faire. Je vais pas dire comment faire parce que sinon, pas être paranoïaque, mais j'ai l'impression que encore on va se prendre une mise à jour et ce sera plus possible. Parce que comme j'avais soulevé un intérêt économique en fait derrière tout ça, c'est que, si vous avez la base de Pro Cycling Manager 2018 avec les mises à jour très très régulières de la World DB19, est-ce que vous avez vraiment besoin d'acheter PCM 2019? Bah honnêtement, pour plein de gens, ça peut se poser la question, quoi. Du coup, je comprendrais assez facilement que les gens qui vendent ce jeu n'aient pas tellement envie que tout le monde continue à jouer sur le 2018 au final et que personne achète le 2019. Ça, je peux complètement comprendre parce que il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de développement et c'est dommage de faire tout ce travail pour rien parce qu'il y a des petits malins qui ont trouvé le moyen en fait de jouer quasiment au même jeu sans payer quoi en gros, hein, sans en racheter un. Après, c'est à double tranchant, hein, ma remarque. Hein. S'il y avait de vraies améliorations d'une année sur l'autre de la part du jeu, hein, si ce jeu était vraiment amélioré de façon significative chaque année, mais est-ce possible pour interrogation, bah s'il y avait de vraies améliorations, bah les gens l'achèteraient sans hésiter. Voilà. Alors que comme il y a quand même une relative, on va dire, conservation, parce que honnêtement, moi, l'autre jour, par nostalgie, je reprenais un PCM 2011 là, et en fait, je m'apercevais que, ben oui, bien sûr, les graphismes sont moins intéressants. Il y a des options là qu'on a maintenant et qu'on n'avait pas à l'époque. Ok, le jeu est quand même clairement mieux sur la version 2018, mais on n'est pas non plus aux antipodes, quoi. Si vous comparez d'autres jeux qui ont évolué en 7 années, 7, hein, 5, 6, 7 années, euh, bah honnêtement, l'évolution est mineure, quoi. Il n'y a quasiment pas d'évolution par rapport à d'autres jeux. Hein. D'autres jeux, c'est Néandertal en 2011, et c'est quasiment en 2018, vous avez des versions qui n'ont plus rien à voir, quoi. Là, vous avez quelque chose qui est quand même super proche, au final. Donc, par là même, euh, je
vais rien dire. Voilà, je vais rien dire. On a donc un Tour de Romandie qui est très serré et qui n'est pas tout à fait facile pour Primoz Roglic. La raison est simple, c'est que Geraint Thomas, ça m'a fait plaisir de voir sa présence, puisque Geraint Thomas était là sur le Tour de Romandie. Geraint Thomas est un adversaire de choix. On le sait, hein, on l'a pas découvert là. Geraint Thomas, gros adversaire. Et puis, surtout, il y a ce phénomène que je signalais l'autre jour, puis depuis quelques vidéos, là je crois en avoir un petit peu parlé, c'est que c'est quasiment impossible de s'échapper à la pédale dès lors que vous êtes sur des étapes vallonnées. Ça, ça roule, ça roule quasiment contre vous, quoi. Il y a des coalitions de vous poursuivants. Bon, après, c'est le cyclisme aussi, hein, dans une certaine mesure, hein. C'est totalement normal, je dirais, dans une certaine mesure. Mais c'est quand même un peu exacerbé et je trouve que c'est poussé à l'extrême. C'est limite, ce serait limite décourageant parce qu'on a quand même un petit peu l'impression que, attention, euh, si on ne fait rien et qu'on attend la fin, par exemple là, vous voyez, je ne fais rien et au final j'attends de pouvoir rivaliser dans la dernière bosse, par exemple. Ben, j'aurais peu ou prou le même résultat, voire j'aurais un meilleur résultat, parce que là je ne concède aucun temps à personne, que si j'ai tenté d'attaquer et que j'ai tenté de mettre le feu et que j'ai honnêtement attaqué, je dirais, pas comme un bison, quoi, hein. Attaqué en réfléchissant, en essayant à un moment donné de bien bien amener le truc avec des équipiers, etc. Eh ben, en fait, on a vraiment l'impression que qu'il vaut mieux. Il y a une prime en fait à une relative passivité. Voilà, c'est ça que c'est la petite conclusion de mon propos là. C'est que au final, vous avez intérêt à être calculateur. Ça, c'est vrai que ça me dérange un peu parce que moi, j'aime bien pouvoir jouer de façon un petit peu, allez, avec un certain panache, je dirais. Alors, en toute modestie, bien sûr, hein. Je me prends pas pour un autre, mais j'aime bien, voilà, que mes coureurs fassent preuve de panache. Et à l'arrivée, je me retrouve à m'apercevoir que si je gère comme un épicier, ben, j'ai quand même vachement plus de chances de gagner, quoi. Et ça, ben, c'est un petit peu tristouné. C'est un petit peu tristouné. On est dans l'étape qui normalement devrait décider de pas mal de choses. On n'a pas eu des pics de pardon, on n'a pas eu des formes du jour excessivement favorables. Néanmoins, le dénommé Kreuzweig va nous faire le boulot pour essayer d'emmener Roglic le plus loin possible. C'est toujours le même principe. Par exemple, j'aurais bien aimé avoir un Tony Martin sur la fin, sur le début de cette montée-là, en fait. Voilà. Mais il était tellement en mauvaise forme que c'était pas envisageable. Et du coup, ben, Kreuzweig va donner tout ce qu'il peut. Ça attaque un peu partout. Là, il y a passé un Tony Galopin avec le maillot du classement, je sais plus, oui, classement par points là, sur les épaules. Bob Jungels, qu'on reconnaît facilement avec son maillot de champion du Luxembourg, qui est présent. On a toujours pareil. On a à droite, c'est non, c'est Lopez, je crois. Je crois que c'est Miguel Angel Lopez là qu'on voit le Astana. Et puis ce qui est important, c'est surtout de regarder Geraint Thomas. Voilà, il est juste derrière avec son maillot jaune là de leader. Il est derrière et il y a un moment où il va faiblir. Et là, j'ai appliqué un principe simple qui est vraiment reproductible. Celui-là, pour le coup, il marche tout le temps. En fin d'étape, tant qu'à craquer vous-même, autant craquer un petit peu après que votre concurrent principal. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que Roglic, là, il en peut plus, mais Thomas, il en peut plus non plus. Mais simplement, ils sont en situation où ils en peuvent plus tous les deux, mais il y a quand même de l'avance pour Roglic. Bah voilà, bah en fait, c'est vraiment le truc auquel il faut arriver. Quand on veut reprendre du temps comme ça à de très très gros coureurs, qu'on aurait sinon beaucoup de mal à distancer, on va dire si on veille à garder un peu de barre rouge ou je ne sais quoi. Moi, ça m'est arrivé un nombre considérable de fois de rien gagner, alors que je pensais que mon coureur était un peu plus fort. Bah là, en l'occurrence, je me suis dit, allez, tu lâches tout, et on verra bien, et ça a fonctionné, donc tant mieux. Alors, petite arithmétique amusante, on est dans Z sur 2Z là, parce que 1 plus 1 égale 0, on est dans les congruences.
Donc ça c'est marrant. Euh, on était en prévisionnel 0 apparent, mais en fait, quand on regardait le détail que je vous ai montré, prévisionnel plus 2. Bah ouais, bah ça va, c'est cool parce que moi je sais qu'en fait ce qui compte c'est surtout le petit détail là. Le petit détail que je vous ai affiché, c'est surtout celui-là qui compte. C'est pas tellement la forme prévisionnelle résumée qui apparaît dans l'écran principal. Donc on verra bien ce qu'on obtient avec Roglitch, mais j'ai bon espoir. On voit pas la ligne, hein, mais elle est là, hein. J'ai bon espoir d'avoir une forme favorable. Je fais mes petits tests surtout avec Jos Van Emden et Tony Martin, qui sont les deux meilleurs rouleurs de cette équipe, mis à part Roglic. Donc voilà, histoire d'adapter un petit peu les efforts. Je crois que j'étais sur du 78, puis 76, puis 75 vers là, avec s'il reste un peu accélération sur la fin, mais voilà à peu près le topo. Allez, c'est à Roglic d'y aller en espérant, eh bien en espérant tenir le coup face à Geraint Thomas qui est parti un petit peu avant nous. Et on voit qu'au premier intermédiaire, les choses ne sont pas mal embarquées. Et on va tout lâcher pour essayer de vider la barre jaune sur la toute fin, chose faite quasiment sur la ligne. L'écart concédé n'est pas trop important, ce qui fait que le général va rester pour Primoz Roglic. Mais ça n'a pas été chose facile, hein. Ça n'a pas été facile. On sent qu'on est passé pas très loin de se le faire taper, celui-là. Bon, c'est bon, on a rempli les objectifs, on a gagné les 3 épreuves auxquelles il participait avant le Giro, même si le Tour du Pays Basque, c'était vraiment pour la préparation que je l'ai fait. Et puis justement, deux petits mots par rapport à ça. Quel a été le gain réel? En fait, il a été énorme. Au fait d'ajouter ce Pays Basque et d'ajouter ce stage, c'était essentiel parce que sinon, en fait, on n'aurait jamais été sous pic de forme pendant le Giro. Bon, ça aurait été quand même ballot, hein, faut quand même le dire. Déjà là, une grosse moitié avec, une petite moitié sans. Déjà, je trouve que le défi est déjà correct, hein, correct. Et puis, comment est-ce que on aurait dû faire pour que le truc soit peaufiné? Il aurait fallu un pic de forme déclenché le premier, bien avant Tirreno. En fait, pendant le tour UAE, ça aurait été nickel. Ça aurait permis de préparer le Giro avec les vrais 56 jours de préparation qui correspondent à 8 semaines en fait, hein. J'en parle dans mes vidéos sur les pics de forme, etc. Je développe pas plus parce que j'ai tout dit là-bas. Voilà. Donc, étant donné que je m'étais fixé la contrainte, je l'ai un peu enfreinte, mais je regrette pas parce qu'il fallait aussi que quand même la suite ait de l'intérêt. Mais puis on est quand même encore un petit peu sous contrainte. Ouf. Voilà, je vous dis à bientôt pour ce fameux Giro. Bye bye.